Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Enti. On est sur une nouvelle masterclass d'été, on va parler de chimie générale, on va parler de la configuration électronique, hybridation, VSEPR, 3 chapitres en un. Je trouve que c'était intéressant de les faire ensemble parce que concrètement, c'est un truc qui se voit ensemble en fait, ça se dégoupille bien en général. Donc on va attaquer là-dessus, ça va être assez vif, hein, il y a beaucoup de choses à voir. Donc on va revoir un peu les notions de base, puis bien sûr on va prendre le temps nécessaire pour travailler là-dessus. S'il y a des questions, faut pas hésiter, hein. Donc au niveau de l'atome de base, hein, bien sûr, vous savez ça, normalement c'est logique, hein. On a un noyau composé de protons qui sont des positifs, des neutrons qui sont neutres, ça c'est le noyau. Autour gravitent des électrons dans un nuage électronique, d'accord, qui sont bien sûr de nature négative. Et on a différentes couches qui sont faites par niveau d'énergie, d'accord. On a K, L, M, N, O, P, etc. Donc ça, c'est un truc qu'on voit en première et en terminale. En général, on vous parle juste des noms des couches, hein, K, L, M, N, puis on sait qu'il y a 2 électrons, puis 8, puis 18, puis 32, etc. Mais bien sûr, là, on va un petit peu plus loin parce que là, on va parler de nombres quantiques, puisque pour quantifier tout ça, voilà, on a pu montrer des éléments comme quoi il y avait effectivement des couches avec une quantification d'énergie. Ça permet de décrire de nouveaux nombres quantiques, notamment le nombre principal n, d'accord. Donc n c'est le KLM, tout simplement le classique. Azimutal, L c'est la sous-couche, on reverra ça après. Le magnétique, et puis on a le magnétique de spin, speed up, speed down, voilà. Donc en gros, on aura la flèche en haut pour up et la flèche en bas pour down, d'accord. Donc il y a un petit tableau comme ça, si ça vous intéresse. De toute façon, vous aurez tous les éléments en ressources par la suite, hein. Donc une fois que tu as ça en tête, c'est que tu as le tableau. Le tableau il est assez simple, hein. En gros, tu as n égale 1 et tu fais moins 1 à chaque fois pour azimutal, etc. Ça te permet d'avoir des sous-couches. 1s, 2s, 2p, d'accord, etc., etc., etc. Et puis on a les nombres quantiques magnétiques, d'accord. Et puis on a les nombres d'électrons, sous-couches, etc., nombre d'électrons au total. Bon bref, ça je vais pas trop en parler aujourd'hui parce que j'ai fait pas mal déjà de vidéos sur YouTube, donc faut pas hésiter à regarder des vidéos en ressources, tout ça, j'essaierai d'en mettre une ou deux. Voilà, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. D'ailleurs, c'est des vidéos qui marchent super bien, voilà, sur la partie configuration électronique, tout ça, vous kiffez, donc je continue à en faire parce que c'est quand même important. Pour tout ce qui est règle de remplissage, on a la règle de quelque chose qui parle de classement d'énergie par rapport aux sous-couches électroniques. Donc en fait, on a le fameux 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, etc. Et en fait, ça se fait pas de façon linéaire, mais ça se fait par niveau d'énergie. Et on remarque qu'à un moment donné, il y a un bug technique, d'accord. On fait 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, puis 4S, puis ensuite 3D, on revient en arrière, etc., etc. Donc ces règles-là, faut bien sûr la connaître. On a une autre règle qui est l'exclusion de Pauli, d'accord, à pas confondre avec Pauling, d'accord, Pauling qui a rien à voir, mais qui est pas mal dans la chimie générale, c'est pas loin, dans un autre chapitre. Du coup, il y a beaucoup de QCM qui rentrent en jeu et vous confondez souvent ces deux règles-là. Donc ne trompez pas là-dessus, vous trompez pas là-dessus. On a donc 2 électrons d'un atome qui ne peut pas être dans un même état quantique. En gros, on peut pas avoir 2 up ensemble, on doit forcément avoir un up et un down. Voilà, c'est ça la notion up-down, d'accord. Ça c'est facile. Et puis on a la règle de Hund. La règle de Hund qui parle de configuration électronique de plus basse énergie en plaçant un maximum d'électrons de même spin dans des orbitales différentes avant d'apparaître donc du coup des électrons de spin opposés. Concrètement, ça fait ça. Je prends l'exemple avec l'azote là que j'ai mis là. On a un S avec les 2 électrons qui sont remplis, le 2S, 2 électrons sont remplis, puis on a l'orbitale P, donc on a PX, PY et PZ. Et on remarque que dans le PX, la toute première case qui est un PX, d'accord, on a deux électrons, up et down. Et puis dans 2PY, on a un seul électron. Mais il nous reste une case vide là à droite. Et en fait, d'un point de vue énergétique, c'est mieux si on prend un électron de la première case, on le met à la troisième. Donc on transfère un 2px en un 2pz. Ça permet d'avoir 3 électrons en up, par exemple, et donc ça permet d'avoir un niveau d'énergie cohérent. Voilà. Donc c'est ça la règle de Hund. Un truc que tu reviendras souvent, là, c'est important, ça, travailler là-dessus. Il y a une séquence qui est à connaître. Donc c'est le 1, 2S. Enfin, attends, je vais essayer de vous le faire vite fait, hein. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 5S2, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2, 5F14, 6D10, 7P6. C'est une séquence à connaître par cœur. J'ai fait le défi de la réciter en moins de 30 secondes dans une autre vidéo. Si ça t'intéresse, je te la mets en ressources également. Il faut que tu connaisses ça. C'est impératif, en fait. C'est impératif.
que vous puissiez tous connaître cet élément-là, d'accord? Et pour le faire, en fait, il faut être stratégique. Au lieu d'apprendre ça par cœur bêtement, il faut d'abord prendre toutes les configurations des gaz nobles et les apprendre au fur et à mesure. On a par exemple le néon, 1s2, 2s2, 2p6, ensuite on a l'argon, on rajoute un petit peu, donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, le krypton, le xénon, le radon, d'accord? Donc ça, c'est les gaz nobles qu'il faut bien sûr maîtriser, qu'il faut savoir en termes de configuration électronique, parce que du coup, tu peux l'écrire de façon élargie ou de façon rétractée, et ça, c'est à apprendre par cœur, d'accord? Ça, c'est important. Une fois que tu as bien compris ça, là, il va falloir enchaîner, hein, parce qu'une fois que tu as les éléments en tête, eh ben, tu peux utiliser une stratégie avec le tableau périodique. Moi, je vais te montrer ça aujourd'hui avec le tableau périodique, c'est important. Donc, si vous avez tous un tableau périodique normalement, vous êtes censé avoir un tableau périodique de ce genre d'âge. Moi, j'ai un set de table, voilà. Okay. Set de table qui fonctionne super bien pour faire les configurations électroniques et tout. Puis, de toute façon, d'avoir toujours les rappels. Et bien sûr, ma fameuse tasse du tableau périodique. C'est important d'avoir quelques éléments qui ressemblent au tableau périodique pour l'avoir toujours sous la main. Voilà. Et du coup, ça nous permet de travailler. Donc, si je prends par exemple le tableau périodique et que je veux savoir la configuration électronique de notre calcium, on va prendre un tableau périodique là. Et bah, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la stratégie? Alors, calcium, c'est Z égale 20. Alors, Z égale 20, on le retrouve, il est ici, dans la case ici, là. Donc, il est ici. Donc, ce qu'on va faire, notre calcium, étant donné qu'il est dans la deuxième colonne, quatrième ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quel est le gaz noble le plus proche, en fait, de notre calcium. Il est juste au-dessus, donc c'est l'argon qui est entouré en violet. Et cet argon, il va nous permettre d'avoir la première structure. Donc, du coup, on a argon. Et puis ensuite, on va aller dans la colonne 4. Voilà. La ligne 4, colonne 1 et puis colonne 2. Donc, ça fera 4S1 et 4S2. D'accord? Et après, c'est fini, quoi. Donc là, ça c'est facile en soi. Mais il faut bien comprendre comment on fait avec le tableau périodique, d'accord? Tout ce qui est en rouge, c'est le bloc S. Tout ce qui est en vert pas beau, là, c'est la couche D. Tout ce qui est en vert turquoise, on va dire, c'est plus joli, ça. C'est tout ce qui est bloc P. Et puis bloc F, c'est en dessous. Voilà. Donc, si je prends l'exemple de cet exemple-là, ça nous fait donc argon 4S2. Tu dois bien sûr maîtriser la configuration du gaz noble argon, comme ça, au moins, t'as plus qu'à le réciter, quoi. Et ça, c'est important, faut bien maîtriser, ok? Hop, je t'interromps 30 secondes. Si tu apprécies cette vidéo, cette masterclass, n'hésite pas bien sûr à la liker, ça m'aide énormément pour le référencement. Si tu apprécies mes contenus sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube, c'est le bouton rouge, t'appuies dessus, c'est gratuit, ça coûte rien et ça m'aide énormément. Et puis, mets aussi en place la petite cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a plus de 350 vidéos cours et méthodes sur cette chaîne YouTube, donc cette chaîne YouTube est dédiée pour toi si tu prépares ton concours PASSAS et faire de toi l'élite. Si bien sûr tu veux aller un petit peu plus loin, j'ai créé pour toi la plateforme Elite pour une mise en relation avec les autres étudiants, ainsi que plein de contenus dédiés pour toi PASSLAS, notamment les masterclass complètes avec les replays, c'est-à-dire la partie cours, la partie QCM, la partie FAQ, ainsi que les slides complets de ce que tu vois sur la partie cours sur YouTube, ainsi que des QCM supplémentaires sur Flash. Tout ça, c'est fait pour te faire progresser et il y a des coachs aussi qui sont là pour t'aider. On a énormément de fonctionnalités sur la plateforme, on a la communauté, on a les consultations, on a les lives, les bulles virtuelles, les programmes à petit prix, le coaching sur mesure, bref, je te laisse regarder. Le pass est actuellement à 47 € au lieu de 97 €. Le code promo, c'est PASS 2023, c'est valable jusqu'au 3 septembre 2023. N'hésite pas à réserver ta place et rejoindre des centaines d'étudiants à mes masterclass en direct. Voilà, je te laisse avec la suite de la masterclass. Je te dis à très vite. Ciao, 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 ciao. Prenons un exemple un petit peu plus difficile. On a par exemple l'argon, non l'étain. Il est où l'étain? Il est par là, voilà, il est dans la colonne 14, ligne 5, l'étain. Donc du coup, si je veux travailler sur l'étain, je prends le gaz noble le plus proche, c'est le krypton qui est juste en haut à droite. Donc krypton à 36, et puis ensuite je vais aller me balader dans la ligne 5. Ligne 5, on a 5S1, 5S2, ici le rubidium, le strontium. Et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter d'un cran pour la couche D. Donc ça nous donne scandium, titane, vanadium, etc., etc. On fait toute la ligne jusqu'au zinc. Et ensuite, on va redescendre d'un cran. Colonne 13, on se retrouve sur l'indium. Et puis enfin l'étain. Donc tout ce qui va être de scandium jusqu'à zinc, ça nous fait du coup un côté 4D10. Et puis tout ce qui est ici au niveau du 5, là, 13 et 14, ça nous fait 5P2. Hein, d'accord? C'est comme ça que ça se met. Du coup, c'est assez simple en soi. Hein, on a notre fameuse ligne 5, ligne 4 pour la couche D. On rajoute tout ça et on trouve à la fin
votre état, et ça fait krypton 5s2, 4d10, 5p2. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça difficile, franchement? Est-ce que c'est chaud? Dites-moi dans le chat. Parce que franchement, c'est quelque chose que normalement, vous êtes censé maîtriser maintenant. D'accord? Alors moi, personnellement, on m'a jamais expliqué ça quand j'étais en première année. On nous a dit débrouillez-vous, donc du coup, j'ai jamais su. Mais maintenant que je le sais, c'est facile, je peux vous le transmettre facilement, c'est hyper simple maintenant que tu as compris ça avec le bloc S, le bloc P, le bloc D, le bloc F. Tu peux tout faire. Ah maintenant, je le ferai pas bien sûr, mais pour les étudiants qui travaillent avec moi et tout, je leur fais également pour la couche F. C'est un peu plus technique parce qu'il faut aller chercher des petits trucs en plus. Voilà. Mais bon, ça, c'est les étudiants qui sont sur la plateforme Elite. Alors ensuite, une fois que tu as ça en tête et que tu sais faire les configurations électroniques, on va aller regarder un peu les exceptions. Alors, les exceptions, on a plein. On a bien sûr le fameuse phrase qu'on dit tout, hein, c'est croque mon cul, tu auras de l'argent, de l'or, pour avoir le chrome, le molybdène, le cuivre, l'argent et l'or. Les exceptions aux règles, en fait, la règle de Keshowski, ce qui fait qu'en fait, on va avoir des couches un peu différentes. Alors, je vais prendre l'exemple du chrome. Là, le chrome, ici, on a argon 4s1, 3d5. Normalement, on devrait mettre 4s2, 3d4, d'accord? Mais si on réfléchit bien, en fait, le décalage énergétique est le plus intéressant si on va migrer un électron vers une des couches supérieures. Voilà, ça c'est important pour avoir un bel équilibre. Donc on a ça avec le chrome, le nickel, le cuivre, le nobium, le molybdène, le ruthénium, le rhodium, le palladium, l'argent, l'antane, cérium, gadolinium, le platine, l'or, l'actinium, le thorium, le protactinium, l'uranium, le curium, et le dernier qui sert à rien. Et concrètement, si t'en retiens peut-être une dizaine, donc moi j'avais retenu le chrome, le nickel, le cuivre, le molybdène, le rhodium, l'argent, le platine, l'or, le thorium et l'uranium sont ceux que tu vas avoir principalement en première année en général. Voilà. Et il y a une petite particularité avec le nickel, puisque lui peut faire plusieurs types de configurations. On peut faire argon 4s1 3d9, il peut faire aussi argon 4s2 3d8. Voilà, il peut aussi avoir ces deux configurations qui sont bien sûr acceptées. Ça, c'est un truc qu'il faut bien faire gaffe. Hein. Voilà. Et donc, pour repérer ces exceptions, on a toute une liste. Alors, tu vois bien que ça n'a rien, c'est pas du tout structuré, il n'y a pas une uniformité là-dedans. Donc, faut vraiment les connaître, en fait, on peut pas les deviner. Donc, ceux qu'on va retrouver fréquemment dans le bloc D, ça va être le chrome, le cuivre, l'argent, le palladium, le rhodium, le platine, l'or, voilà. Et puis, pour tout ce qui est dans la couche F, franchement, tu n'auras jamais l'occasion d'aller dedans, sauf pour l'uranium et le thorium en général, ils aiment bien faire les deux là. Voilà. Alors, là, je vous montre un petit tableau périodique, mais en fait, il y a un tableau périodique interactif qui existe. Je vous mets le lien si ça vous intéresse. C'est Paytable, Paytable qui permet de faire toutes les interactions pour s'entraîner avec la configuration électronique et tout. Et ça, c'est super intéressant. Tu veux t'entraîner sur la configuration électronique, tu vas sur Paytable. Tu vas sur Paytable, ensuite tu vas tout simplement cliquer sur n'importe lequel élément et tu vas avoir en fait la configuration électronique de tous les, élargie et contractée. Et ça te permet de réviser. Et forcément, fais ça. Fais une configuration électronique par jour pour réviser, c'est important. Faut maîtriser. Maintenant, on va parler des orbitales moléculaires, on va parler de la partie hybridation. Donc concrètement, on a plusieurs types d'orbitales. On a les orbitales S. Hein. L'orbital S, c'est sphérique, c'est une sphère, pas de problème. Ça devient plus compliqué lorsqu'on va parler d'orbital P, puisque là c'est en forme de tridimensionnel, hein, et c'est sous forme de 8 voilà, qui est réalisé. Et donc on a des PX, on a des PY, et on a des PZ. C'est nos fameuses cases quantiques, là, avec l'orbital P, on en a 3 des cases. Donc on a PX, PY et PZ. Et bien sûr, on peut avoir pour chacun 2 électrons. Voilà. Alors, bien sûr, ça va nous être très utile pour faire des orbitales moléculaires, notamment quand on veut faire des molécules. Du coup, on a deux types de liaisons possibles. On a les liaisons pi, d'accord, avec un recouvrement qui est latéral. Et du coup, on a, en fait, c'est dans les doubles et des triples liaisons, hein, on les a autour. Et on a les liaisons sigma avec un recouvrement axial, des orbitales atomiques, et là, ça va plutôt les liaisons simples, d'accord, ou alors une des liaisons doubles. Il faut bien comprendre ça pour qu'on puisse comprendre la suite. Hein. Par exemple, là, je t'ai mis dans les liaisons sigma, on a H2, où on a aussi HF, donc ça, c'est bien sûr des liaisons simples, donc du coup, c'est forcément axial, donc c'est forcément sigma. On a F2, liaison sigma, et puis on peut avoir d'autres exemples où on aurait des liaisons pi, voilà, ça peut être par exemple avec des éthylènes, des trucs comme ça. Ça, on va en voir quelques exemples. Hein. Donc, ce qu'il va falloir que tu maîtrises cette année, c'est tout ce qui est lié aux orbitales hybrides.
qui sont en fait des orbitales qui sont un peu déformées pour pouvoir, d'un point de vue énergétique, être plus favorable à la liaison. Et du coup, on a trois types d'orbitales hybrides à connaître. On a sp3, sp2 et sp. Il y en existe d'autres, hein. On a sp3d, sp3d2 qui sont en général pas abordés en première année. Toutefois, ça peut arriver quand on vous parle de ça, donc je préfère en parler un petit peu. Je vais pas trop en parler aujourd'hui, mais j'ai fait une vidéo très complète sur l'hybridation sp3, sp2, sp3d, sp3d2. N'hésite pas à la regarder, bien sûr. Une vidéo très très regardée par les étudiants. Et du coup, on a quoi? Une stratégie très simple pour maîtriser ça. sp3, c'est qu'il va y avoir 4 liaisons. C'est tétraédrique, 109,5 en termes de degrés. Et puis, liaison de type simple et liaison sigma. Ça, c'est le truc de base. Tu apprends ce tableau-là, tu sais tout. sp2, il y a 3 liaisons, c'est trigonal plan. On a 120 degrés, c'est des ions doubles. Et puis, on a sigma plus pi. Ensuite, on a sp qui fait 2 liaisons linéaires, 180 degrés, liaison triple. On a sigma plus pi pi. Voilà. Voilà, donc le mieux c'est quand même de faire un petit exemple histoire que tu comprennes bien. Si je fais une vibration sp3, admettons je veux faire celui du CH4. Le CH4 c'est donc le méthane et je veux savoir en fait quel est son type d'hybridation. Alors ce que je vais faire c'est que je vais reprendre sa configuration électronique, donc le carbone il fait 6. Hein. Tu prends ton tableau périodique et puis tu regardes, il fait 6 là, donc ça fait 1s2, 2s2, 2p2. Donc ça, c'est ces couches de valence, ça fait 2s2, 2p2, donc c'est juste ça que j'ai besoin. Donc là, je me prends mes cases quantiques, on a 2s2, on voit bien qu'il y a 2 électrons, et puis on a 2p2. Sauf que ces 2p, on voit bien qu'on a mis un électron de chaque côté, c'est logique, c'est comme ça qu'on remplit. Et donc du coup, on a 2s2, 2p2. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller migrer un électron de ma couche S vers la couche P pour avoir 4 électrons qui auront un même niveau d'énergie. Et je vais les hybrider. Pour cela, ça me permet d'avoir ce système-là. Donc du coup, on a 4 orbitales hybrides identiques. Et donc ça me fait sp3. sp3 pour S, une hybridale S, et sp3 pour les 3 hybridales, les orbitales P, donc px, py, pz. C'est pour ça que ça fait 3 sp3. Enfin sp3. Ok, 4 orbitales atomiques hybrides. Ok, c'est un truc à bien maîtriser ça. Donc d'un point de vue, comment on dit? Ah, j'avais pas le mot. Géométrie, voilà, géométrique, ça fait ça en FVSEPR qu'on reverra juste après. Alors, du coup, AX4 tétraédrique, voilà. Ok, avec un angle de 109,5. Ok, ça va, c'est sp3, c'est le plus facile. Ensuite, on a sp2. Donc, mettons qu'on prenne l'exemple du C2H4. C2H4, ça change pas, on prend la configuration électronique d'un des carbones. On a toujours 6 carbones, ça fait 6 protons, j'ai du mal aujourd'hui. Ça fait donc 2s2, 2p2. Et pareil, dans les couches de valence, on garde que cette partie-là. Et après, on va prendre une stratégie. Hein. On va prendre un électron, on va le mettre dans la dernière couche, on fera 2pz. Et puis ensuite, on va hybrider qu'une partie. Tu vas voir pourquoi. En fait, on va hybrider que la partie des deux premiers parce que la dernière va pas nous intéresser pour réaliser les liaisons. Du coup, on va avoir un S, on va avoir Px et Py qui vont être hybridés. Ça fait 3 orbitales atomiques hybrides et un orbital atomique P non hybridé. Et du coup, ça nous permet de créer comme ça des liaisons particulières. Donc, on va avoir en fait la liaison pi qui va être intéressante parce qu'on a dans l'éthylène, on a besoin bien entendu d'une liaison pi pour faire la double liaison, et puis d'une liaison sigma axiale. Voilà. Ok, donc ça va bien comprendre. Je m'arrête 2 secondes dans le chat. Vous avez compris comment on fait pour former une liaison simple, une liaison double, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de bien comprendre ça. Faut pas hésiter à me le dire parce que c'est vrai que au tout début quand j'avais appris ça, moi j'avais pas forcément compris. D'accord, donc faut bien réfléchir en fait quelle est la stratégie. Le S là, il va nous permettre de mettre combien de H? Donc 2, donc S un H. Le SP2, donc le SP va nous permettre de mettre un H. Et puis l'autre PY nous permettra de mettre un carbone. Et puis le 2PZ nous permettra de mettre un autre carbone. Ça nous permettra d'avoir une liaison pi. Voilà. Ok, ça c'est bien important de comprendre. Je vais y arriver. Hein. Donc ensuite on a l'hybridation SP, articule. Tu vas y arriver. Et du coup c'est l'acétylène. Prenons l'exemple de l'acétylène, c'est pas mal. Donc on a 2S et on a 2P, ça change toujours pas ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va hybrider partiellement également. Donc là on va hybrider que un S et un P. Donc on va faire avec S et PX. On aura 2 PY et 2 PZ qui sont tout seuls. Donc on aura bien 2 orbitales atomiques hybrides et 2 orbitales atomiques non hybridées. Voilà. Et ça c'est intéressant parce que du coup ça nous permet d'avoir
Je vais mettre l'acétylène, vous puissiez voir. Donc du coup, on a le carbone avec notre hydrogène. Donc là, c'est la liaison avec l'orbital S, tout simplement. On va avoir dans la partie PX, et ben, c'est la liaison sigma. Et puis dans PYPZ, on va avoir les liaisons pi qui vont s'opérer. Voilà, ok, avec les carbones. Voilà comment on fait stratégiquement pour faire les applications SP3, SP2, SP. Entraînez-vous bien là-dessus. J'ai beaucoup de ressources, bien sûr, sur la plateforme Elite pour travailler là-dessus avec les différents programmes et tout Passlas. S'il y a besoin, faut vraiment pas hésiter. Voilà, il y a vraiment beaucoup de contenu. Donc, regardez un peu ce que je fais aussi sur autre chose que sur YouTube. Hein. Je propose énormément de choses pour s'entraîner là-dessus. J'ai des milliers de QCM, des milliers de références. Donc, du coup, faut pas hésiter à travailler là-dessus. Faut s'entraîner, quoi. Entraînez-vous. Ça suffit pas de s'entraîner uniquement avec les annales ou avec QCM. Faut vraiment aller éparpiller un peu de tout. Faites un effort là-dessus. Enfin, c'est important parce que je vois beaucoup d'étudiants qui attendent vraiment 2-3 semaines avant le concours de travail là-dessus. Non, il faut s'entraîner tout de suite. Hein. C'est pas dans 2 semaines qu'il faut travailler. Putain, j'ai du mal à enchaîner aujourd'hui. C'est pas grave. Donc du coup, voilà, faut vraiment vous entraîner. C'est le truc qu'il faut retenir, c'est vous entraînez vous maintenant. Voilà. Alors, on a 3 étapes pour le modèle de Lewis. Ça va être important de comprendre le modèle de Lewis. Pourquoi? Parce que ça permettra de travailler après sur la géométrie VSEPR. Dans le modèle de Lewis, concrètement, on doit écrire les structures électroniques, on doit maîtriser la configuration électronique du coup, et on doit relier un maximum de paires d'électrons. Donc ça, c'est pour respecter l'octet. D'accord? Donc si je prends par exemple ici notre CO2, on a un carbone qui a donc du coup 6 protons. Et donc, dans la couche de valence, on en a 4, hein. 1 S2E, 2 S2, 2 P2, ça nous fait 4 de valence. Donc, c'est pour ça qu'il y a 4 liaisons simples possibles, ou liaisons doubles, mais 4 liaisons possibles. Voilà. Ok. Pour l'oxygène, pareil, on regarde dans la case là, on a donc 8 protons, donc on fait 1 S2, 2 S2, 2 P4, ce qui nous fait 6 électrons de valence, c'est pour ça qu'on a 6 liaisons possibles. Voilà. Donc jusque-là, on met nos 4 petits points pour le carbone, nos 6 petits points pour l'oxygène, tout va bien. Quand je veux créer la molécule, du coup n'importe quelle molécule, je vais les relier ensemble pour voir si tout se passe bien. Donc là, le CO2, théoriquement, tout devrait bien se passer, puisque j'ai 2 liaisons qui vont faire entre le carbone et l'oxygène, ça fera 2 doublés non-liants. De l'autre côté, pareil, c'est 2 liaisons, 2 doublés non-liants. Pour moi, ça va. Normalement, ça respecte la règle de l'octet. Pour autant, le CO2, il n'est pas hyper stable. Donc, est-ce qu'il respecte véritablement la règle de l'octet? Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais histoire de bien comprendre les idées, c'est qu'il y a des exceptions aussi avec la règle de l'octet. Les exceptions, je vous en montre quelques-uns. C'est assez simple en fait. Hein. Moi, j'avais pas compris en première année, mais en fait, c'est facile. Il suffit de citer qu'il faut regarder la colonne 13. Tu regardes la colonne 13 et tu vois, il y a le bore et l'aluminium. C'est les deux qui sont importants à retenir, qui seront très 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 importants en chimie organique. Donc surtout, apprends ça tout de suite. Et en gros, dans la colonne 13, donc le bore et l'aluminium, en fait, ils sont électrodéficients. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une violation de la règle de l'octet, ce qui fait que, du coup, il va y avoir une lacune électronique. La lacune électronique, c'est le petit carré, le petit rectangle là que j'ai mis dans l'exemple là, avec le BH3. Alors, on a une lacune électronique, d'accord? Ça veut dire qu'il va lui manquer quelque chose, quoi. Il y a un truc qui manque, il y a un truc qui va pas du tout. Il est électrodéficient. Et du coup, ces éléments-là, ils sont extrêmement réactifs. On appelle ça des acides de Lewis, d'accord? Voilà. Et ça, c'est important de bien retenir. Et on a la même chose, mais cette fois à l'envers. C'est les hypervalences. Donc là, les hypervalences, on va les retrouver plutôt au niveau de la colonne 17. Donc tout ce qui est fluor, chlore, brome, iode. Là, on va pouvoir créer des hypervalences, d'accord? Donc ça, c'est important de retenir. On a aussi tout ce qui va être phosphore et soufre, qui peuvent aussi créer des hypervalences. Voilà. Donc du coup, là, l'exemple que je vous ai donné, on a PCl5 et SF4. Et donc, en général, on va avoir le soufre, le phosphore et le xénon. Alors, vous voyez, tous les gaz nobles, là, hélium, néon, argon, krypton, xénon, sont des gaz nobles. Ils ne peuvent pas, du coup, par conséquent, faire de liaison. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, dans leur structure, c'est impossible. Pourtant, il existe des exemples qu'on vous montre dans la géométrie VSEPR. Ce n'est uniquement pour vous illustrer ça. On n'arrive pas physiquement, en tout cas, ou chimiquement, à les produire, ces molécules-là. D'accord? Sont trop réactifs, trop instables. Donc, on a l'exemple avec le SF4. Et le PCl5, on voit bien qu'en fait il y a une hypervalence puisque notre phosphore, notre soufre, alors là il faut que je me réfléchisse par rapport à un truc, le carbone il fait 4 liaisons, l'azote il en fait 3, l'oxygène il en fait 4, donc notre azote il est là, donc le phosphore il en fait 3. Voilà, donc là normalement il en fait 3 et là il en fait 5. Et en fait c'est normal puisqu'il va utiliser ces fameux doublés à lui pour pouvoir justement créer les liaisons qui restent. Donc ça fait de l'hypervalence. Pareil pour le soufre. Le soufre, c'est comme l'oxygène, il en fait 6 maximum. Donc là, on remarque qu'il y en a 2 de trop.
des fluors. Donc il a pris en fait un doublé non liant pour pouvoir créer des liaisons simples. Voilà. Ok, c'est assez facile à comprendre en gros les exceptions. Il n'y a pas forcément de trucs compliqués, mais il faut bien sûr les maîtriser. Alors ça, tout ce qui est lié à la règle de l'octet, du duet, en tout cas les modèles de Lewis, vous avez beaucoup de mal à travailler là-dessus. Pareil, j'ai beaucoup d'exercices là-dessus, donc faut pas hésiter à travailler avec mes exercices pour comprendre. Je vous ai mis aussi quelques éléments clés sur les liaisons chimiques. Alors ça, c'est juste pour vous expliquer 2-3 trucs. Je vais pas en parler aujourd'hui. Ça, c'est dans les programmes passages que je propose plus tard. Mais il y a des trucs qu'il faut retenir. On a les liaisons ioniques, on a les liaisons covalentes, les liaisons covalentes parfaites, les liaisons covalentes polaires, les liaisons covalentes à coordination ou datives aussi, et les liaisons métalliques. Donc c'est tous ces types de liaisons, tu vas les voir en première année. Ça fera la suite logique en fait à la géométrie VSEPR, hybridation et tout ça. Et il va falloir vraiment savoir justement le type de liaison, et du coup tu as besoin de ces différentes géométries, tu as besoin de faire le modèle de Lewis, tu as besoin de ça en fait. Ça c'est important. Là je t'ai mis quand même qu'il y a des éléments tout de suite que tu peux retenir par rapport à tout ce qui va être QCM. En fait tu vas avoir des trucs importants. Plus la liaison chimique est forte, plus l'énergie nécessaire pour la rampe est grande. Ça c'est tout à fait logique. Lorsqu'à chaque fois que tu vas avoir une liaison chimique qui s'établit, il y aura une libération d'énergie d'autant plus grande que le système formé est stable. C'est logique aussi ça. Un système fermé est stable quand son énergie est minimale. Quand deux atomes s'unissent, le système formé a une énergie plus basse que celle des deux atomes isolés. Ça, c'est aussi logique normalement. Les électrons des atomes participent aux liaisons sont des électrons de couche externe. Ça, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. On prend que les électrons de valence. Et puis les gaz rares, les gaz nobles, sont des éléments les plus stables et donc leur structure correspond à un minimum d'énergie. C'est pour ça que justement on n'arrive pas à faire des molécules avec. Une fois que tu as ça en tête, on va voir un peu la géométrie VSEPR. Géométrie VSEPR, est-ce que c'est compliqué? Je pense pas. Il faut s'entraîner un petit peu. Il faut comprendre le mécanisme de démarrage et ensuite, normalement, ça va. Donc, c'est assez facile en termes de formule. On a AXNEP, donc A pour l'atome central. X, c'est l'atome qui est relié avec. Et puis, le nombre de fois. Okay, et puis, EP, c'est le nombre de paires d'électrons que tu vas pouvoir réaliser. Alors, on va prendre notre tableau. Donc là, j'ai mis un tableau comme ça. J'ai pas fait d'exemple, mais si le tableau, j'ai le temps, je vous le mets en ressources, mais vous le trouvez assez facilement dans tous les cas. Moi, je l'ai mis de toute façon beaucoup plus détaillé, avec beaucoup d'exemples, bien entendu, dans les programmes PASTAS, notamment les étudiants qui travaillent sur le stage d'accélération. Ils ont travaillé à fond là-dessus, sont au taquet normalement. Et du coup, il y a un site par contre qui existe avec pas mal de banques de données pour faire la géométrie SEPR. Si j'ai un peu de temps, je vous le mets aussi en ressources, d'accord? Voilà. Du coup, vous pourrez vraiment beaucoup travailler là-dessus. Donc là, je vais pas forcément faire de détails. On va bien sûr s'entraîner pour ceux qui sont dans la masterclass. On va s'entraîner tout de suite après sur géométrie VSEPR. Juste à retenir, voilà, il y a quoi? Il y a AX2, AX3, AX3, AX2E1, AX4, AX3E1, j'imagine, AX3E2, AX5, AX4E1, AX4E2, AX 4-3, j'arrive pas à les voir. Non, c'est AX2, E3, AX4, AX5, E1, AX5, E2. Voilà, c'est ça. Donc, il y a tout ça à retenir. Franchement, c'est réalisable. Il y a plein de petits exemples d'ailleurs sur ce petit tableau-là. Il y a plein de petits exemples et tout. Faut les maîtriser. Il y en a, je sais pas, moi, j'en ai à peu près entre 200 et 300 des exemples pour vraiment vous entraîner là-dessus sur la plateforme Elite. Donc, il y a de quoi faire, quoi. Donc, faut pas hésiter à s'entraîner un maximum sur la géométrie VSEPR. Ça, c'est un truc incontournable. C'est hyper facile. Faut juste faire un entraînement tous les jours. En fait, c'est tous les jours. Pensez à faire un exercice tous les jours, 5 minutes tous les jours jusqu'au concours. Ça dure 90 jours à peu près, jusqu'à votre concours. Franchement, vous avez fait 90 exemples. C'est énorme. Donc, c'est vachement bien. Puis en plus, le week-end, vous pouvez en faire peut-être une dizaine d'un coup pour vous réentraîner. Donc, voilà, entraînez-vous, c'est important. D'accord? Voilà ce que je voulais dire sur configuration électronique, fibrillation et géométrie SEPR. Donc la règle de base, c'est de comprendre les notions là, importantes. J'ai beaucoup de vidéos sur YouTube pour vous entraîner là-dessus, donc n'hésitez pas à regarder. Et après, entraînez-vous à fond, quoi. Entraînez-vous à fond, d'accord? C'est important. Ne mettez pas ça de côté. Révisez pas 2-3 semaines avant le concours, ok? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de la vidéo.